le centre de la France. Mais le 15 avril 2019, le monde l'a regardé se consumer, impuissant. On avait l'impression que la ville s'était figée. Notre-Dame, c'est le cœur de Paris à bien des égards. C'est plus solide que l'acier, c'est plus solide que le béton. C'est le désir d'atteindre le divin, d'atteindre Dieu. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Mais comment? Sur ce point, les avis divergent. Il y a actuellement toute une équipe d'experts internationaux qui essaie d'évaluer l'état de l'édifice. C'est plus qu'un lieu de culte, c'est le symbole d'une nation. Ces sculptures sont spectaculaires et elles représentent la vie médiévale sous toutes ses formes. Ce débat brûlant ne date pas de l'incendie. Faut-il restaurer Notre-Dame ou la réinventer? Avec les bonnes ressources et les bonnes expertises, tout est possible. La nouvelle Notre-Dame doit-elle continuer de refléter un glorieux passé ou devenir le symbole d'un avenir étincelant? C'est une question très intéressante, qui revêt une dimension philosophique. Faut-il la reconstruire à l'identique ou vivre avec notre temps et voir ce que l'on pourrait faire avec les technologies modernes? Quelle que soit l'option retenue, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a urgence. Le plus bel édifice, le plus beau symbole d'un pays ne peut pas avoir l'air de souffrir. Il faut créer de l'espoir. Il y a toute une phase de stabilisation. Pour l'instant, l'urgence est de faire en sorte qu'elle tienne. Voici notre plan. Nous allons attiser la controverse et imaginer comment l'on pourrait reconstruire Notre-Dame de deux manières, avec les techniques traditionnelles d'un côté et avec la technologie moderne de l'autre. Paris pourra-t-il retrouver son ancienne cathédrale ou devra-t-il s'habituer à une Notre-Dame d'une nouvelle ère? Sur le site de l'une des grandes merveilles de ce monde, interrogeons-nous. Combien de temps cela prendrait-il? Combien cela coûterait-il? Combien de personnes faudrait-il? Et en serions-nous seulement capables si c'était à refaire? Paris. Chaque année, ce sont 18 millions de visiteurs qui viennent s'émerveiller devant ces nombreuses merveilles architecturales. Et la plus grande attraction de la ville des Lumières se trouve pile en son centre. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. Toutes les bandes que l'on peut voir sur les routes françaises indiquent la distance par rapport à Paris et plus précisément par rapport à l'emplacement exact où se trouve Notre-Dame. C'est ce qu'on appelle le kilomètre zéro. Et la France est un pays très centralisé. Alors Notre-Dame est en quelque sorte le centre de la France, le centre de notre pays et le centre de la ville. Mais la ville des Lumières et sa cathédrale historique sont en convalescence. Vers 18h, 18h30, j'ai remarqué que le ciel s'assombrissait. Il y avait de gros nuages dans le ciel et puis j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de nuages. J'ai vu des gens courir en disant « Notre-Dame brûle !» J'ai reçu une alerte sur mon portable et je me suis dit « Il faut que j'aille voir ». C'était surréaliste. Les flammes étaient de plus en plus hautes. Il y avait un grand sentiment d'impuissance, mais aussi la crainte de voir l'inévitable arriver. On avait l'impression que la ville s'était figée. J'ai passé 3 ou 4 heures avec un millier d'autres personnes à regarder, à attendre, à chanter et à prier, jusqu'à ce que la dernière lueur disparaisse au-dessus du toit de Notre-Dame. À ce moment-là, on a commencé à se demander ce qu'il allait rester de la cathédrale. Et on s'est mis à avoir peur pour son avenir. Le toit a été détruit par le feu et la flèche qui pointait autrefois vers le ciel est redevenue poussière. Nous craignons que le reste de l'édifice ne s'effondre à la moindre bourrasque. Les ingénieurs en structure estiment que la solidité de la cathédrale est réduite au moins de moitié. Les résultats de ces nouveaux calculs nous ont montré que la cathédrale, la résistance souvent de la cathédrale a été affaiblie d'environ 60% par rapport à la situation précédente à l'incendie. Cette vieille dame pourra-t-elle se relever une seconde fois? Car à l'âge de 856 ans, ce n'est pas la première fois que son existence est menacée. Des centaines, des milliers d'architectes et de maçons ont travaillé à la construction de cette œuvre. Et cela pendant plusieurs siècles. Elle fait donc partie de notre patrimoine. C'est un des plus grands monuments historiques de l'humanité.
Au XVIIIe siècle, les églises de France ont été saccagées par les révolutionnaires en guerre contre le clergé et la monarchie. Notre-Dame a été vandalisée, abandonnée et profanée. Elle a subi de graves dégâts pendant la Révolution française. Elle a été abîmée, mais elle a réussi à survivre. La structure économique nécessaire à l'entretien des cathédrales a été reprise par l'État. Et les cathédrales ont été laissées à l'abandon sans moyen de financement. Alors il fallait s'y attendre, elles se sont délabrées. Au XIXe siècle, ce drôle de personnage attire l'attention sur l'état déplorable de Notre-Dame. Son nom vous dit sûrement quelque chose. C'est Quasimodo, le héros du célèbre roman de Victor Hugo, Le bossu de Notre-Dame. Victor Hugo affirme qu'il faut considérer l'architecture et les grandes cathédrales comme le livre de l'humanité. Ces édifices nous appartiennent et expriment ce que nous sommes. Ils reflètent notre vie et nos visions. Et c'est mal de les profaner en les vandalisant, comme cela a été fait au XVIIIe siècle. Suscitant un regain d'intérêt pour le monument délabré, le roman de Victor Hugo sera à l'origine d'un vaste projet de restructuration sous la coupe d'Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc est une figure emblématique de l'histoire architecturale de la France, mais aussi du monde. Au milieu du XIXe siècle, il a pris la direction d'un vaste projet de restauration et de préservation de Notre-Dame de Paris. Il a essayé de réparer ce qui avait été détruit. Le principal changement apporté à l'apparence de l'édifice, c'est la reconstruction de la flèche, qui se trouvait autrefois au centre de la cathédrale. Dans son dictionnaire de l'architecture, le mot flèche est illustré par plusieurs pages de croquis qu'il a dessinés pour Notre-Dame. Mais c'est ça que Viollet-le-Duc aime par-dessus tout dessiner. Quand on examine ces croquis, on se rend compte qu'il passait un temps fou à dessiner des gargouilles. Les gargouilles, ce sont des créatures monstrueuses en tout genre qui occupent les parties supérieures de l'édifice. Elles vous font lever la tête au ciel. Sommes-nous fous d'imaginer que nous pourrons sauver ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique comme Quasimodo a sauvé Esmeralda? Que ferait Viollet-le-Duc? Viollet-le-Duc attachait beaucoup d'importance à l'authenticité. Et je crois qu'il penserait la même chose aujourd'hui. Mais il a lui-même dit que parfois, restaurer un édifice, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Est-ce que cela signifie que nous avons carte blanche? Ce qu'il nous faut ici, c'est une créativité faite d'adaptation et d'engagement vis-à-vis du monde entier. Nous avons du pain sur la planche, car le temps presse. À tout moment, le réchauffement climatique pourrait engendrer une tempête qui raserait à jamais ce qui reste de Notre-Dame. Voici notre plan. Nous allons construire notre cathédrale au même endroit. Nous allons restaurer la toiture et reconstruire la flèche. Mais quels matériaux allons-nous employer? Combien de personnes faudra-t-il? Combien de temps cela prendra-t-il? Et combien cela coûtera-t-il? La structure de cette vieille dame repose sur des piliers. Parviendrons-nous à les renforcer avant qu'elle ne s'effondre? Notre-Dame de Paris est mal en point. Il faut la remettre sur pied avant qu'elle ne tombe en ruine. Mais ce n'est pas la première fois que le monde moderne se découvre un nouvel engouement pour le gothique. C'est une mode. Regardez, le gothique était à la mode au XIXe siècle. Pendant la révolution industrielle, on construisait des édifices gothiques. New York au début du XXe siècle. Le gothique a le vent en poupe. Dans l'Upper West Side, la cathédrale Saint-Jean le Théologien témoigne de ce regain d'intérêt pour le gothique. C'est le néo-gothique. On peut y admirer une rosace inspirée de Notre-Dame arborant en son centre un Christ grandeur réelle en vitraux. Mais les points communs avec la cathédrale parisienne ne s'arrêtent pas là. Saint-Jean le Théologien a elle aussi brûlé, et cela un jour avant Notre-Dame. Il y a eu un incendie le dimanche des Rameaux. Il est parti de la crypte. Et malheureusement, il faut tout nettoyer. La fumée a fait tellement de dégâts que les systèmes de chauffage et d'aération doivent eux aussi être récurés.
Il s'agit d'un travail monumental. Et pourtant, l'incendie était beaucoup moins intense que celui de Notre-Dame. Cette zone a été complètement nettoyée. Et malheureusement, l'odeur est toujours là. Les conduits des systèmes de climatisation et de chauffage ont tous été contaminés par la fumée. Alors il faut qu'on ouvre ces conduits, qu'on accède à l'intérieur et qu'on les récure. Ce n'est pas la première fois que la cathédrale est touchée par une catastrophe. Le 18 décembre 2001, tôt le matin, il y a eu un incendie. C'était dans le transept nord. C'était une partie encore inachevée de la cathédrale. Notre boutique de souvenirs se trouvait à cet endroit. Le lieu de culte a d'abord brûlé, puis a été mouillé. Comme vous pouvez le voir, il y a de gros dégâts. Des parties de la toiture sont tombées et l'eau a abîmé la pierre. Quand vous chauffez de la pierre comme ça, et que vous l'arrosez d'eau froide, elle se fissure. Au début, elle n'était pas aussi fissurée, mais d'année en année, ça empire. Comme Notre-Dame, Saint-Jean le théologien est à la fois un lieu de culte et une attraction touristique. On s'est demandé comment on allait faire pour accueillir des milliers de visiteurs tous les jours. Et malheureusement, la matière qui compose la toiture est tombée dans les tuyaux de l'orgue, puis dans l'orgue lui-même. Un coup d'œil à la charpente de Saint-Jean le théologien permet de comprendre pourquoi les voûtes en pierre de Notre-Dame de Paris se sont effondrées. La structure que vous voyez ici est en acier et en béton. Et c'est unique. Malheureusement, ce n'était pas le cas de la toiture de Notre-Dame. Elle reposait sur une charpente en bois soutenue par des chevrons et des poutres, et tout s'est effondré. Tout a été détruit. Il a fallu 7 ans pour nettoyer l'édifice après l'incendie de 2001. Cela pourrait être tout aussi long pour celui de 2019. Et Saint-Jean, dont la construction a commencé il y a 100 ans, n'est même pas encore achevée. Nous, on essaie juste de faire en sorte que ça continue d'avancer. Construire une cathédrale à New York, c'est une idée fantastique. Mais c'est un projet tellement colossal que toutes les décisions que nous prenons doivent tenir compte du long terme. Il ne faut pas se projeter sur 50 ans, mais sur des siècles. Alors imaginez combien de temps cela prendrait pour Notre-Dame. À Paris, les restaurateurs sont déjà à l'œuvre. Mais si l'on veut que le résultat survive des centaines d'années, les travaux pourraient durer des dizaines d'années. Et en attendant, il suffirait d'un gros coup de vent pour emporter ce qui reste de la cathédrale. Nous allons avoir besoin de l'expertise d'Annabelle Radcliffe-Trainer, semble-t-il. Celle-ci dirige un projet de sauvetage architectural dans l'un des plus anciens séminaires des États-Unis. Ceci est Stuart Hall, un bâtiment du séminaire théologique de Princeton dans le New Jersey aux États-Unis. Et on s'apprête à lancer un grand projet de restauration. Construit en 1878, l'édifice s'inscrit dans le mouvement architectural néo-gothique inspiré par Notre-Dame. L'architecture gothique est très riche en fioritures. Il y a des épis de faitage, des crêtes et toutes sortes de sculptures magnifiques. L'idée était de tendre vers le ciel. Mais tous ces détails célestes, c'est un enfer à restaurer. Bien souvent, il faut s'y prendre pierre par pierre. Ce que vous voyez ici est un gros bloc de pierre. Et malheureusement, cela devait être moins cher de découper la pierre dans le mauvais sens. Le litage est donc vertical et tout l'extérieur s'est érodé avec le temps. Il faut donc qu'on remplace le bloc tout entier et qu'on mette le plan de litage à l'horizontale pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la pierre et l'éroder. Ça, c'est la porte sud de Stuart Hall. Elle est coiffée d'un magnifique arc polychrome dont les pierres de couleur sont ornées de crochets. Les crochets, ce sont des ornements très caractéristiques de l'architecture gothique qui surmontaient les pierres. Il s'agit de détails en pierre recourbés comme ça. Et le triangle est surmonté d'un immense épi de faitage en pierre. Et puis, juste en dessous, vous pouvez apercevoir une magnifique rosace qui a été endommagée par l'eau et les intempéries. La pierre n'a probablement pas été découpée dans le bon sens, elle n'a pas été découpée dans le sens du plan de litage. Alors la façade s'effrite petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter toutes ces pierres
On va les envoyer à un tailleur de pierre avec un gros bloc de pierre et celui-ci va recréer ces détails sculptés. Qui aurait cru que bâtir un édifice en pierre soit aussi compliqué? Si vous voulez bien faire les choses, le moindre détail a son importance. La façon dont chaque pierre est découpée et posée, le mortier qui les relie. Pourquoi a-t-on choisi d'utiliser le mortier d'origine? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la couleur que l'architecte a choisi d'utiliser en 1875. Alors on utilise la même. C'est un choix architectural. Et puis, c'est aussi plus correct d'un point de vue historique. On a donc préparé ce mortier en laboratoire. Nos experts en matériaux ont reproduit le même mortier pour qu'on puisse l'insérer dans les jointures. Si l'on veut restaurer Notre-Dame dans les règles de l'art, ce sera encore plus compliqué, car la Grande Dame est 6 fois plus âgée que Stuart Hall. N'oubliez pas que la construction de Notre-Dame s'est étalée sur 200-300 ans. Alors en fonction de la partie dans laquelle on se trouve, ce sont différentes techniques et différents mortiers qui ont été employés. Cet édifice, lui, a été entièrement construit en 1875. On a donc une date fixe. Pour Notre-Dame, c'est beaucoup plus compliqué. La restauration du séminaire nécessite des expertises très pointues et un mélange d'outils anciens et nouveaux. Mais surtout, c'est un travail de longue haleine. Il a fallu toute une année d'analyse et d'essais avant que quiconque ne puisse s'emparer d'un marteau et d'un burin. Paris va devoir prendre son mal en patience. Ils vont devoir faire la même chose à Notre-Dame. Ils vont devoir jointoyer toutes les pierres parce que le mortier a forcément été endommagé par l'incendie. Et il en reste sûrement très peu. Donc ils vont devoir gratter le mortier et refaire les jointures. Et nous n'avons même pas encore évoqué le nettoyage. Je suis sous le toit. D'ici, on peut voir la charpente. On peut voir toute la structure en bois qui soutient la tour. Ça, ce sont les épais murs en briques de la tour. Et ça, ce sont les dernières traces de l'incendie. Il y a une épaisse couche de sève. C'est ce qu'on va voir sur les magnifiques murs blancs de Notre-Dame. Et la difficulté va être de se débarrasser de cette sève. Ça colle, c'est gluant. Alors ça va être très difficile à enlever. La preuve est là. À défaut de poudre de perlimpinpin, existe-t-il une technologie moderne pour nous aider? Cette partie a été nettoyée au laser. On utilise un laser pour brûler les salissures. Ça, ce sont des traitements chimiques avec des résultats plus ou moins satisfaisants en fonction du type de salissure. Et puis là, et là aussi, on a utilisé la technique de micro-abrasion. On utilise un produit nettoyant très fin, une poudre très fine, et on l'applique à très basse pression, par exemple un bar. Nous avons donc l'expertise et la technologie nécessaires pour offrir un relooking à Notre-Dame de Paris. Stuart Hall en est la preuve. Restaurer un monument historique n'est pas une mince affaire. Mais aussi tragique que soient ces images, la vérité est là. Les bâtiments historiques, notamment les bâtiments historiques anciens, évoluent tout au long de leur cycle de vie. Une cathédrale n'est jamais complètement achevée. Elle est toujours en construction. Elle est toujours en cours de restauration. Un pinacle en pierre peut avoir un cycle de vie de plusieurs siècles. Quand vous regardez une cathédrale gothique qui a 1000 ans ou un bâtiment médiéval millénaire, une grande partie de ces pierres ne sont pas d'origine. Elles ont été remplacées ou réparées au fil du temps. Donc ces édifices sont très précieux, mais ils sont constamment restaurés, renouvelés et réimaginés au fil des siècles. Nous nous sommes donc fait à l'idée qu'il allait falloir beaucoup de travail pour consolider les murs de la plus grande cathédrale de France. Mais nous allons avoir besoin de nouveaux matériaux pour remplacer ceux qui ont été abîmés par l'incendie. Quel type de pierre allons-nous utiliser ? Et combien cela coûtera-t-il à l'échelle d'une cathédrale? Nous voulons donner une nouvelle vie à la célèbre Grande Dame. Paris attend avec impatience. Le monde entier attend avec impatience. Nous la reconstruirons sur son site d'origine. Nous n'avons encore rien décidé pour la toiture et la flèche, mais nous allons utiliser la maçonnerie d'origine et nous allons le faire dans les règles de l'art. Nous devons avoir recours aux mêmes pierres que celles utilisées il y a 800 ans. Il s'agit de la pierre locale.
On pourrait donc se dire que c'est plus facile. Mais évidemment, ça ne l'est pas. Regardez autour de vous. La moitié de la ville est construite en calcaire. Il n'y en a donc plus beaucoup dans la région. En réalité, les carrières sont épuisées depuis le règne de Napoléon. Mais nous sommes en Veynes. Le dernier endroit à la mode pour aller acheter son calcaire est un département situé à la périphérie de Paris, l'Oise. Et ici, il y a des gens qui ne demandent qu'à nous aider. Lorsque j'ai vu l'incendie de Notre-Dame, j'étais quelque part choqué et pris un peu dans mon âme parce que mon métier c'est la pierre, j'aime les monuments, j'aime les édifices et en plus ça me touche personnellement parce que je suis français, c'est notre histoire. Et donc ça m'a fait très mal au cœur de voir tout ça. Vous l'aurez compris, ceci n'est pas un centre commercial. C'est un vaste entrepôt de calcaire de première qualité. Cette immense carrière occupe une surface équivalente à 70 pâtés de maison. Il a fallu creuser une fosse aussi profonde qu'un bâtiment de 6 étages pour atteindre un calcaire suffisamment dur et stable pour être sculpté. Sur Saint-Maximin, il y a une lentille particulière, une pierre particulière, des bancs de pierre, des hauteurs particulières, une couleur particulière. C'est ce qui plaît beaucoup aux sculpteurs et les monuments historiques. Son avantage, c'est qu'elle dure dans le temps. Elle dure très longtemps. Mais les blocs de cette taille ne vont pas arriver à Paris dans un sac de shopping. Ils doivent être équarris de manière à pouvoir être transportés par camion vers le site du chantier auquel ils sont destinés. La pierre est découpée sur place à l'aide d'une tronçonneuse géante. Celle-ci s'enfonce dans le calcaire comme un couteau dans le beurre. Cette chaîne est prévue pour une pierre très très dure. Là, aujourd'hui, il coupe des blocs tendres, ce qu'on appelle chez nous des blocs tendres. Donc là, la machine, elle fait ça très facilement, quoi. Alors chaque jour, le rendement de cette machine est environ de 20 à 30 blocs par jour selon la qualité et la dureté de la pierre. Mais c'est la pierre du fond qui nous intéresse. Celle qui résulte de la fossilisation de milliards de petites créatures marines. Car elle seule peut résister à plusieurs siècles de pluie et de vent. Nous avons désormais toute la pierre nécessaire pour reconstruire Notre-Dame et rendre son symbole au peuple français. Et ces carriers nous aideront. On sera là pour reconstruire, on a la matière et je me suis dit on va sûrement intervenir dessus, quoi. Nous allons donc construire Notre-Dame sur le site de l'édifice d'origine. Nous allons soit la rebâtir à l'identique, soit en construire une version plus moderne. Nous avons décidé d'utiliser du calcaire de qualité supérieure. Nous ne savons pas encore où nous allons trouver le bois nécessaire pour reconstruire la charpente. Notre équipe de tailleurs de pierre est sur les starting blocks. Mais nous devons encore déterminer combien de personnes il faudra en tout. Combien de temps cela prendra? Et combien il en coûtera? Sommes-nous seulement capables de reconstruire la cathédrale Notre-Dame aujourd'hui? C'est Victor Hugo et l'inoubliable personnage de son roman qui ont fait connaître Notre-Dame dans le monde entier. Aujourd'hui, la grande dame est malade et nous imaginons ce qu'il faudrait pour la remettre sur pied. Comme dans beaucoup d'églises du monde, le bois a la part belle. Ici, nous utiliserons les chênes des forêts de France. Si nous choisissons de restaurer la toiture de Notre-Dame à l'identique, nous n'aurons pas besoin d'aller chercher bien loin. La forêt de Tronchet à l'extérieur de Paris en regorge. Tout le temps, Tronchet, on dit cathédrale de verdure. Cathédrale verte, parce qu'ils montent comme des piliers d'église. Ça ressemble à un pilier d'église. Donc souvent, on a trouvé Tronchet cathédrale de verdure. Ici, certains arbres ont plus de 300 ans. C'est la plus belle chênaie d'Europe, le seul endroit où on trouve des chênes sessiles de cette qualité, une finesse de grain, une finesse de production unique en Europe. Mais inutile de sacrifier ces arbres centenaires pour reconstruire Notre-Dame. Des petits genoux de 60 ans feront aussi bien l'affaire. On va prendre des chênes beaucoup plus jeunes pour cadrer à la réalité, c'est-à-dire une soixantaine d'années, comme celui-ci, comme celui-là. Des chênes beaucoup plus sveltes, mais surtout, il faut que l'accroissement corresponde à la réalité de Notre-Dame. Allez, il y a du pain sur la planche. Mais pas si vite.
2000 arbres, c'est ce qui serait nécessaire pour la charpente de Notre-Dame. On ne va pas prendre les 2000 arbres sur une seule forêt. Nous n'allons tout de même pas raser toute une forêt. Enfin, rien ne nous en empêche, mais ce ne serait pas très catholique. Aurons-nous besoin d'un miracle pour mener à bien notre projet? Peut-être devrait-on se tourner vers le Nouveau Monde pour découvrir une nouvelle façon de construire. Allons dans l'Oregon. Évidemment, je suis un adepte du bois. Mais il y a toutes sortes d'innovations dans ce domaine qui sont plus adaptées aux contraintes d'aujourd'hui, qui permettent de ne pas abattre ces forêts très anciennes que nous essayons de protéger. Pour construire le complexe forestier de l'Université d'Oregon, on utilise ce que l'on appelle du bois lamellé collé. C'est une vitrine sur tout ce qui se passe dans le domaine du bois aujourd'hui. À l'intérieur du bâtiment, ces poutres et colonnes porteuses sont en bois lamellé collé, un matériau qui a le vent en poupe dans le domaine des constructions en bois d'ingénierie. On prend plusieurs morceaux de bois et on les fait sécher au four. Ils sont donc très secs quand on les assemble avec de la colle. Pour fabriquer ce type de bois, on utilise des jeunes plants. Il n'est pas nécessaire d'abattre des arbres très anciens comme on le faisait autrefois pour construire ce genre de structure. Cela permet d'utiliser moins d'acier et de béton, ce qui est une bonne chose pour le climat. L'Université de l'État d'Oregon est une pionnière en matière de recherche sur le bois lamellé collé, dit BLC. Ici, sur le campus, ses étudiants de 3e cycle réalisent des tests. Tout est prêt, on va pouvoir commencer. On a tout installé. Les instruments sont prêts. Il ne reste plus qu'à vérifier le dispositif de commande et appuyer sur le bouton. Cet essai a pour but de mesurer la résistance latérale d'un diaphragme en bois. Le mot diaphragme a une signification particulière dans le domaine de l'ingénierie des structures. C'est un élément constitutif d'un plancher. Donc le plancher d'un bâtiment, de la bibliothèque, de votre quartier, ou même de votre maison, est constitué d'un mécanisme que l'on appelle diaphragme. C'est ce qui permet à votre plancher de résister au vent, aux tremblements de terre et aux phénomènes de ce type. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études sur les planchers diaphragme en bois lamellé collé. Un plancher diaphragme agit à la manière d'un ressort. Plus vous tirez dessus, plus il tire dans l'autre sens. Alors on essaie de déterminer jusqu'à quel point on peut tirer avant que le plancher ne cède. L'objectif, simuler un tremblement de terre et augmenter la magnitude jusqu'à ce que le plancher cède. Ce qui s'est passé ici, c'est que la fixation en elle-même a plutôt bien tenu. Elle n'a pas cédé, elle est intacte. Du coup, c'est le bois qui a rompu au niveau de la jonction et s'est désolidarisé de la couche inférieure. Cela signifie-t-il que si nous construisons une toiture en bois lamellé collé, elle s'envolera à la moindre bourrasque? Pas d'inquiétude, l'objectif de ces essais, c'est justement de repousser les limites de ce matériau. Maintenant, on va lancer le test, ce qui va nous permettre de recueillir des données. J'allume le système hydraulique, j'appuie sur cet interrupteur et le test démarre. Il s'agit ici d'un test de cisaillement cyclique sur un diaphragme mixte en béton et en bois. Les architectes aiment bien ajouter une couche de béton pour ses propriétés hydrofuges et acoustiques. On est en train de simuler un tremblement de terre. Ce mouvement de va-et-vient est assez similaire aux contraintes qui seraient exercées sur un bâtiment lors d'un tremblement de terre. Les contraintes sont de plus en plus fortes, jusqu'à devenir presque supérieures à la réalité. Donc il va y avoir beaucoup de fissures. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y en aurait en situation réelle. Ces données sont communiquées aux promoteurs qui envisagent de remplacer l'acier par du bois lamellé collé. On essaie de développer un modèle généralisé pour les architectes. Le but est de leur permettre de concevoir leurs bâtiments sur la base de différents niveaux de performance. La messe est dite. Le lamellé collé, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous allons tester sa résistance face à une tempête parisienne et reconstruire la charpente de Notre-Dame en chêne, ou du moins en petits chênes collés ensemble. Nous avons d'immenses panneaux en bois lamellé collé qui, lorsqu'ils sont collés ensemble, peuvent faire jusqu'à 3 ou 4 mètres de largeur et 20 mètres de longueur, voire plus. Et il y a différentes épaisseurs. Cette technique permet d'obtenir d'immenses blocs de construction. Nous sommes donc en train de réinventer la manière dont nos villes sont construites.
Et ce projet est un excellent exemple de ce à quoi la construction pourrait ressembler dans le futur. Ou du moins, il montre ce vers quoi on se dirige. Et pour ne rien gâcher, le lamellé-collé brûle moins facilement. Il n'est pas nécessaire de protéger le lamellé-collé du feu comme on le fait avec de petits panneaux de bois de 2 mètres sur 4. La technique de construction est donc très différente. Et la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de protéger le lamellé-collé, c'est que les gros panneaux de bois, que ce soit du bois d'ingénierie ou du bois massif, prennent moins facilement feu. Et lorsqu'ils prennent feu, ils brûlent de manière très prévisible et très lente, ce qui permet d'éteindre plus facilement le feu et de le combattre en toute sécurité. Lorsque les pompiers sont arrivés sur le site de la cathédrale, l'incendie était déjà devenu incontrôlable. Nous voulons que notre nouvelle cathédrale soit, dans la mesure du possible, à l'abri des incendies. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les types de bois ne sont pas égaux face aux incendies. Les petits morceaux de bois prennent plus facilement feu, mais ce n'est pas le cas des grands panneaux. Si vous prenez une grosse bûche, que vous la posez dans la cheminée et que vous prenez une allumette pour l'allumer, elle ne prendra jamais feu. Il faut commencer avec des petits morceaux de bois et prendre des morceaux de bois de plus en plus gros. Si vous mettez une énorme bûche sur le feu, elle brûle très très lentement. Et au bout d'une heure, le cœur de la bûche est intact. C'est encore du bois naturel. Eh bien, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent quand on étudie la résistance au feu de ces gigantesques panneaux de bois lamellé-collé. Nous, il nous faut un bois prêt à l'emploi, de grande taille et surtout robuste. Robuste à quel point? Certains affirment que le BLC aurait pu être utilisé pour construire l'Empire State Building. Quelle que soit la matière utilisée, elle doit être suffisamment robuste pour tenir, mais assez légère pour ne pas exercer une charge supplémentaire sur le bâtiment. Et là encore, les produits en bois offrent un extraordinaire rapport solidité-poids. Mais le jour où on sera prêt à utiliser du bois lamellé-collé, ce sera très rapide. Un bâtiment pourrait être construit très rapidement, en quelques mois. C'est toute la beauté de ces immenses panneaux de bois. N'oublions pas qu'en l'état, les murs de Notre-Dame ne résisteraient pas à une violente tempête. D'où l'avantage de les coiffer rapidement d'une toiture. Dame Nature nous a offert un matériau parfait, alors protégeons-la et rendons-lui hommage en utilisant ce matériau du mieux que nous le pouvons pour restaurer ou construire des bâtiments de cette importance. Le bois est un matériau naturel. Contrairement à l'acier et au béton, dont la production est très consommatrice en énergie et nuit à l'environnement. Si l'on parvient à mettre en place des pratiques de gestion forestière durables, et si l'on peut utiliser le bois pour construire nos bâtiments, je pense que le lamellé-collé est le matériau de l'avenir. Reconstruire la charpente de Notre-Dame en bois lamellé-collé, ça permettrait d'obtenir le même visuel, la même esthétique, avec une moins grande quantité de matériaux. Ça aurait beaucoup moins d'impact sur l'environnement. C'est une piste à explorer. Vous vous souvenez du projet de jardin suspendu proposé par notre architecte paysagiste français? Eh bien, celui-ci prévoit l'utilisation de BLC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'environnement est un facteur que l'on ne peut pas se permettre de négliger. L'environnement est un sujet qui me préoccupe beaucoup et qui devrait tous nous préoccuper. Nous sommes aujourd'hui amenés à travailler sur un projet qui revêt une grande valeur symbolique, sur un bâtiment emblématique. Alors c'est peut-être l'occasion de se demander dans quelle mesure ce bâtiment, ce nouveau mouvement, cette nouvelle approche doit refléter nos préoccupations. Soumettons cette idée à la critique dans les rues de Paris. C'est l'extérieur? Ok, j'aime beaucoup. Je crois que c'est celui que je préfère. La couleur se fond bien dans l'environnement. Donc il y a une sorte d'osmose, d'unité. Je choisirai celui-ci. Le projet de Clément Villemain semble avoir un certain succès auprès des Parisiens, réputés et exigeants. Et nous pensons qu'il reflète bien les idéaux de notre époque. Les choses commencent à se mettre en place. Nous allons reconstruire à l'identique ou revisiter une cathédrale construite en l'honneur d'une sainte dame. Si nous décidons de revisiter Notre-Dame, nous le ferons de manière à ce que le résultat reflète notre nouveau respect pour Dame Nature. Et quelle que soit l'option choisie,
nous allons utiliser un mélange de calcaire français et de bois d'ingénierie futuriste. Mais avons-nous la main-d'œuvre nécessaire? Et parviendrions-nous à terminer avant que la Grande Dame ne s'écroule? Un des édifices les plus emblématiques de Paris a été ravagé par le feu. Aujourd'hui, nous voulons lui donner une nouvelle vie. Je pense que nous aimerions tous retrouver la Notre-Dame dont nous sommes tombés amoureux la première fois que nous sommes venus à Paris. Et nous voulons que la cathédrale rouvre ses portes. Nous voulons entendre son orgue chanter. Mais une question reste en suspens. Devons-nous reconstruire ou revisiter Notre-Dame? Quelle que soit l'option retenue, nous utiliserons un calcaire de la plus haute qualité, provenant d'une carrière française pour reconstruire les murs. Reste à protéger ces murs des intempéries avec une toiture à toute épreuve. Pour cela, nous utiliserons du bois d'ingénierie. C'est formidable de voir comme le monde a pris le problème à bras-le-corps. Comme un débat et une discussion se sont créés autour de ce sujet. Mais dans le fond, les aspects écologiques et environnementaux de ce projet sont essentiels à son succès. Combien de personnes faudra-t-il pour mener à bien ce projet? Voyons, combien de personnes a-t-il fallu à l'époque? D'après mes recherches sur le budget d'un chantier de cathédrale à la fin du Moyen-Âge, les ateliers, les groupes d'artisans travaillant à la construction de l'édifice, étaient beaucoup plus restreints qu'on ne le pense aujourd'hui. Au point culminant du chantier de Notre-Dame, il devait y avoir un petit groupe de maçons d'élite, quelques tailleurs de pierre, et puis les ouvriers qui creusaient les trous, découpaient, préparaient le mortier. Au total, il devait y avoir 50 à 100 personnes. C'était déjà un atelier de grande taille. Il devait y avoir une centaine d'ouvriers sur le chantier. Et ils étaient divisés en groupes qui travaillaient par étapes sur les différentes façades du bâtiment. Nous aurons probablement besoin d'une équipe supplémentaire pour travailler à l'intérieur de la cathédrale. Et là encore, la France a tous les spécialistes qu'il faut. On a des gens qui font ça tous les jours. On a des architectes du patrimoine, on a des conservateurs, on a des personnes qui ont les connaissances nécessaires, des historiens de l'art. Rénover Notre-Dame, ce n'est pas très difficile. Il faut le faire avec beaucoup de précautions et ce sera très long, mais ça n'est pas difficile, parce qu'on a les personnes qui savent le faire. Alors, laissez-les faire. Ça, c'est si nous décidons de reconstruire Notre-Dame à l'identique. Et si nous décidons de la réinventer? Alors nous aménagerons un jardin sur le toit de la cathédrale. Et pour cela, nous aurons besoin de paysagistes spécialisés. Quelle que soit l'option retenue, il nous faudra donc une équipe de 250 architectes, ingénieurs et ouvriers qualifiés. Mais lorsque nous aurons notre équipe, combien de temps faudra-t-il pour terminer le chantier? Emmanuel Macron, notre président, souhaite que cela soit terminé pour les Jeux Olympiques de 2024. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Monsieur Macron est peut-être l'un des seuls à penser que cela peut être aussi rapide. Je pense que sur le coup de l'émotion, Monsieur Macron a eu la même réaction que tout le monde. Cela doit être fait rapidement. Mais maintenant qu'on a un peu de recul et qu'on commence à mesurer l'ampleur des dégâts, on se rend compte que cela va être plus long que prévu. Cela ne fait aucun doute. 5 ans, ce n'est pas raisonnable. N'importe quelle personne qui s'y connaît un peu en restauration sait qu'on ne peut pas restaurer Notre-Dame en 5 ans. Il faudra probablement 5 ans, rien que pour se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Alors, combien de temps cela prendra-t-il ? Prenons cette église comme exemple. C'est aussi une Notre-Dame, mais c'est celle de Reims. C'est ici qu'à peu près tous les rois et les reines de France ont été couronnés. C'est aussi l'église que Jeanne d'Arc a reprise aux Anglais. Mais Notre-Dame de Reims a été presque entièrement détruite pendant la Première Guerre mondiale. Un aviateur qui passait a décrit une immense croix de feu. C'est ce que nous avons connu au mois d'avril à Paris. Exactement le même spectacle d'apocalypse. Les bombardements allemands ont été si intenses que le plomb qui recouvrait la toiture a fondu et s'est écoulé par la bouche des gargouilles.
Pour Reims également, on s'est posé la question, fallait-il la reconstruire? Certains souhaitaient la garder à l'état de ruine comme témoignage des horreurs de la guerre, de la barbarie, de l'envahisseur, etc. Notre-Dame de Reims a été entièrement reconstruite en 1938 et les travaux ont été en partie financés par John Rockefeller Jr., un riche philanthrope américain. Mais la cathédrale a été légèrement revisitée. Voilà, vous avez la chance d'accéder à un espace peu connu du grand public, c'est cette grande charpente moderne. L'extérieur en plomb de la toiture a été reconstruit à l'identique. Mais la nouvelle charpente est constituée d'éléments de plus petite taille et plus légers, ce qui n'est pas sans rappeler un mécano. Vous le voyez, ce système de planches de béton, 4 cm d'épaisseur, 20 cm de large et 2 mètres, 3 mètres de long selon les cas. C'est vraiment un jeu de construction, comme un mécano. Il a fallu 19 ans pour rénover la cathédrale de Reims. Le projet qui a retenu notre attention pour revisiter Notre-Dame nous permettrait de gagner du temps. S'il y a une chose que l'on peut faire en 5 ans, c'est bien un jardin. Je ne dis pas que les autres options ne sont pas envisageables. Je dis juste qu'on pourrait essayer, ou y penser. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que cela reste 1000 ans? Peut-être qu'un peu d'humilité ne nous ferait pas de mal. On n'est pas obligé de reconstruire Notre-Dame à l'identique et d'en faire un symbole pour les prochaines générations. Pour nous, ce serait déjà pas mal. Prenons le mémorial du 11 septembre à New York. Sa construction a demandé plus de 10 ans. Cela fait plus de 16 ans que je suis sur ce projet et il n'est terminé qu'à 85%. J'ai survécu à de nombreux gouverneurs, j'ai survécu à de nombreux maires. Mais nous ne partirons pas de rien comme cela a été le cas pour Ground Zero. Selon nos estimations, la restauration des éléments en pierre et l'aménagement de ce jardin d'une nouvelle ère nécessiterait à peu près 12 ans. 5 années ne seront pas suffisantes pour des travaux d'une telle ampleur, Jeux olympiques ou pas. Voici ce que nous pourrions faire. Si nous revisitons la cathédrale, elle pourrait rouvrir ses portes d'ici à 2031, c'est-à-dire pour le bicentenaire du roman de Victor Hugo. Si nous la reconstruisons à l'identique, nous pourrons l'inaugurer en grande pompe en 2040. Mais le monde aura-t-il la patience d'attendre aussi longtemps? Pas sûr. En attendant, commençons. D'abord, nous allons préparer notre site sur les rives de la Seine. Paris, bouge-toi les oreilles. Ça va faire du bruit. On travaille généralement de haut en bas et les différentes étapes doivent être soigneusement planifiées parce qu'il faut garantir la sécurité des ouvriers. On ne peut pas mettre des maçons sous des ouvriers qui construisent un échafaudage, par exemple, ou sous des couvreurs qui posent le toit. Parce qu'il y a un risque de chute de matériaux et de chute d'outils. Il faut faire les choses les unes après les autres. Et puis, nous devrons faire venir les matériaux jusqu'au site de construction. Et là, cela risque d'être la quadrature du cercle, car celui-ci se trouve au centre de Paris, une ville qui recense plus de 2 millions d'habitants. La plus grande difficulté, c'est l'accès au site. Comment accéder au site de construction en toute sécurité? C'est une île au milieu de la Seine. La circulation est très dense dans cette partie de la ville. Et il y aura évidemment des problèmes de sécurité, car les passants auront envie de savoir ce qui se passe. Alors, changeons de cap. Pourquoi ne pas acheminer les matériaux dont nous avons besoin par la Seine sur une péniche? Nos planches de bois lamellées-collées seront découpées avant de quitter l'usine, ce qui nous permettra de gagner du temps. Le bois est entièrement découpé dans une usine. Et le découpage est extrêmement précis, au millimètre près, voire plus. Les panneaux de bois sont donc assemblés à la manière d'un mécano. Et comme tout est découpé à l'usine, comme l'assemblage est simulé à l'usine, les planches sont numérotées. Et quand elles arrivent sur place, il ne reste plus qu'à les assembler dans l'ordre indiqué. Grâce à la précision de leur découpage, elles s'imbriquent parfaitement. Et c'est très rapide. Si nécessaire, nous ferons venir des matériaux par hélicoptère. Il faudra donc 12 ans pour reconstruire une version moderne de Notre-Dame. Mais lorsque la dernière fleur sera plantée sur le toit de la cathédrale, nous tweeterons, posterons ou ferons ce que l'on fait dans 12 ans pour que le monde soit témoin de la renaissance de Notre-Dame, comme il a été témoin de sa chute.
Si en revanche, nous choisissons de reconstruire Notre-Dame à l'identique, elle ne rouvrira pas ses portes avant 20 ans. Nous inviterons alors les plus grandes chorales à chanter sous ces voûtes de pierre flambant neuves. Quelle que soit l'option choisie, la nouvelle cathédrale deviendra un symbole de persévérance et de renaissance. Et surtout, elle redeviendra le symbole de Paris. Nous avons réussi. Nous avons reconstruit les murs de pierre et les voûtes gothiques de Notre-Dame. Nous avons remis en place toutes les statues d'origine. Et pour montrer que c'est possible, nous avons utilisé du bois lamellé-collé pour reconstruire le toit de la cathédrale dans un cas. Et nous avons doté la cathédrale d'une oasis suspendue offrant une vue imprenable sur la ville dans l'autre cas. Il a fallu 12 ans pour revisiter Notre-Dame et 20 pour la reconstruire à l'identique. 250 personnes ont œuvré à sa renaissance. Maintenant, faisons les comptes. Aurons-nous besoin d'une intervention divine pour payer la facture? Combien avons-nous dépensé pour reconstruire Notre-Dame aujourd'hui? Nous avons réalisé notre rêve, rendre sa splendeur passée à Notre-Dame de Paris. La destruction de ce monument historique par le feu a été une véritable tragédie pour la France et pour le monde entier. En restaurant la cathédrale à l'identique, nous rendrons à Paris un symbole de son prestigieux passé. En revisitant la cathédrale, à l'inverse, nous espérons exprimer les nouvelles préoccupations de notre époque. Mais combien chaque approche coûtera-t-elle? Cela dépend en grande partie des résultats de l'enquête sur l'incendie. Je doute que quiconque ait la moindre idée de ce que ça va coûter pour l'instant. Et cela en grande partie parce qu'on ne connaît pas encore exactement l'ampleur des dégâts. On n'a même pas encore évacué les débris de l'intérieur ou stabilisé l'édifice. Alors tant qu'on n'a pas réalisé cette enquête, on ne peut pas vraiment chiffrer les travaux. Je le dis, on est souvent le médecin. Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, a eu une grave blessure. Il y a eu une opération. Elle est toujours en soins intensifs. Selon les dernières estimations, restaurer Notre-Dame coûterait entre 300 et 700 millions de dollars. Nous pensons pouvoir le faire pour 500 millions de dollars. Et 50 millions de plus si nous optons pour un jardin suspendu. Mais quelle que soit la facture, on sait que beaucoup, notamment outre-Atlantique, sont prêts à mettre la main au portefeuille. Les Américains sont la première nationalité à visiter Notre-Dame et Paris. Et cela s'est vu dans leur tristesse et dans leurs dons. On sait avec certitude que les Français, eux aussi, voudront contribuer pour pouvoir transmettre cette part de leur histoire à leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsque Notre-Dame rouvrira ses portes, ce sera un moment très fort. Au total, c'est plus d'1 milliard d'euros qui a été promis pour la reconstruction de Notre-Dame. Soit environ le double de ce que nous pensons dépenser pour donner une nouvelle vie à la Grande Dame. Quelle que soit l'option choisie, donc, nous aurons trop d'argent. Alors redistribuons l'excédent aux autres grandes cathédrales gothiques de France. Nous allons créer un fonds dédié à l'entretien, la mise à niveau des matériaux et la lutte anti-incendie dans ces monuments. C'est formidable que les gens aient donné pour Notre-Dame. Et j'espère que nous allons prendre conscience qu'il est nécessaire de récolter des fonds pour les autres lieux de culte et les autres bâtiments historiques du monde. L'architecture est un être vivant, c'est un être spirituel. Comme un être humain, elle évolue, sa perception des choses évolue, et nous changeons notre manière de la percevoir. Mais elle forme une mélodie éternelle dans la vie des villes et dans l'affect de leurs habitants. Je pense qu'il est très important pour l'homme que la culture perdure dans le temps. La volonté commune de reconstruire Notre-Dame témoigne de l'importance que nous accordons à notre patrimoine, même dans un monde où la spiritualité disparaît. Si nous la restaurons à l'identique, elle reflètera la pérennité et la grandeur de l'architecture gothique. Elle témoignera de la richesse de l'histoire et de la culture française. Si nous la réinventons, elle sera l'étendard, en France comme dans le monde, d'un avenir qui vise toujours plus haut.